Masechet Ketubot Daf Tet Zayin, on va commencer par Tet Vav Amud Bet, le nouveau Perek, Perek Sheni. Ha'isha Shenit Armela O Shenit Garesha. Hi Omeret Betula Nesatani, Vehu Omer Lochi. Ela Almana Nesatir. Im yesh edim shiatz'a behinuma berosha parua, ketubata mataim. De quoi parle-t-on? Eh bien, cette Mishnah encore va nous présenter un scénario dans lequel on retrouve un homme et une femme se disputer devant le Beddin. Seulement, à l'époque, on avait vu un litige, un conflit entre un mari et sa jeune femme, Hatan et Kala, à propos de la Ketouba, du fait que nous savons que le montant de la Ketouba peut varier selon qu'elle soit Betula ou pas Betula. Si elle est Betula, la Ketouba est d'un montant de Mataim, de 100 zouz. Si elle n'est pas Betula, c'est uniquement 100 zouz. Par exemple, si elle était veuve ou divorcée quand il a épousé, donc la Ketouba est de Mané, Me'azouz, pas Mataim. Et parfois, on avait vu même carrément qu'elle ne mérite rien. Si c'était un Mekartaout, selon certaines opinions, quelqu'un qui a épousé une femme qui était censée être Betula, et c'est ce qu'elle lui a dit, et finalement elle est Beroula, eh bien, si elle n'est pas vierge, elle peut carrément perdre totalement sa Ketouba. On avait vu ensuite 4 cas de figure où l'homme et la femme sont en dispute devant le Beddin. Chacun a une tarana. Par exemple, elle dit, lui plutôt, il dit, écoute, je n'ai pas trouvé de Betoulim, parce que certainement tu as dû être violé avant que je te connaisse. Et donc moi, je n'ai pas voulu prendre une fille qui n'est pas vierge. Et elle lui dit, certes j'ai été violée, mais une fois que tu m'avais déjà donné les kiddushin, tu m'avais donné la bague, puisqu'à l'époque il faisait kiddushin, et 1 an plus tard les nisuin. Donc moi j'étais déjà mes coups d'échette, à ce moment-là j'étais vierge. Ensuite elle a été violée, c'est ton problème à toi. Nistahafa sadeu, c'est comme si quelqu'un avait un champ qui a été inondé par une pluie torrentielle. Moi, je n'ai pas à payer les pots cassés pour toi, c'est ton mazal. En tout cas, on avait vu 4 scénarios où il y avait 4 fois une mahloket entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel disait, c'est la femme qui est crédible. Et quand elle réclame un montant de Ketouba de 200 zouz, il faut la croire. Rabbi Yoshua disait, non. L'homme nu haïm, on ne peut pas lui accorder crédibilité. C'est le mari qui a raison jusqu'à preuve du contraire. Donc on avait vu tous ces conflits entre l'homme et la femme à la fin du Perek Rishon. Maintenant, le début du Perek Sheni, c'est encore un conflit entre l'homme et la femme, mais non pas juste après le mariage, mais plutôt après le divorce. Et la question est de savoir combien maintenant doit-il lui reverser. La Ketouba, c'est un engagement que prend le mari au moment du mariage, c'est le contrat matrimonial. Entre autres, parmi les clauses de la Ketouba, il y en a une, c'est le Ikar à Ketouba, à savoir qu'en cas de divorce ou de veuvage, la femme touchera un montant d'argent. Et comme on l'a dit, si elle était vierge au moment du mariage, elle touchera Mataim Zouz. Et si elle n'était pas vierge au moment du mariage, elle était par exemple Almana, eh bien, elle ne touchera que Me'azouz. Eh bien, maintenant, la Mishnah nous présente le scénario suivant. Ils ont divorcé. Le mari dit, je ne te dois que 100 zouz. Parce que quand je t'ai épousé, tu étais Almana.
Et elle dit, ce n'est pas vrai. Quand tu m'as épousé, j'étais vierge. Et donc tu me dois ma taïmzouz. Que faire? Il n'y a pas de témoin. Comment on peut savoir? Il n'y a pas de ketouba sous les yeux. Elle a perdu la ketouba. Il n'y a rien, aucun siman. Alors le débat entre l'homme et la femme au moment du divorce, c'est quoi? C'est que lui prétend qu'il a marié, qu'il a épousé quand elle était déjà veuve ou divorcée. Ça veut dire qu'elle n'était pas vierge. Et elle prétend que quand elle s'était mariée avec lui, elle était vierge. Alors, selon elle, elle mérite une ketouba de 212, puisque selon ses dires, il avait épousé en tant que Betula, tandis que lui dit, ce n'est pas vrai. Moi, je t'ai épousé en tant que deuxième main. Tu étais déjà mariée une première fois. Tu étais veuve ou divorcée, mais en tout cas, tu ne mérites pas les 212. Maintenant, il veut lui donner 112 seulement. Mais ça, elle reconnaît. Et elle reconnaît quoi? Qu'elle était almana. Mais non, je viens de dire que le débat entre eux, c'est qu'elle prétend que lorsqu'il avait épousé, elle était Betula. Et donc il s'était engagé pour un montant de 212. Et lui, il lui dit, ce n'est pas vrai. Quand je t'avais épousé à l'époque, tu étais déjà veuve, tu étais déjà divorcée. Donc je me suis engagé que pour 112. Alors maintenant, il veut lui reverser 112. Et elle lui réclame 200. C'est ça le débat. C'est exactement ça le débat. Est-ce qu'il a épousé Almana ou il a épousé Betula? Et la conséquence, l'incidence de ce débat entre eux, c'est combien d'argent doit-il lui reverser? 200 ou 100? Ça, Rabotaï, c'est un premier scénario. Deuxième scénario présenté par notre Mishnah, c'est un débat entre, un litige entre la femme qui est devenue veuve parce que son mari est mort, et ses héritiers à lui. Elle dit que son mari est mort, elle mérite 212. C'est la ketouba. Les héritiers lui disent, ce n'est pas vrai. Quand notre père t'avait épousé, tu étais déjà veuve ou déjà divorcée. Et donc il s'était engagé que pour 112, pas de 200. Alors, elle réclame 200, et eux sont d'accord pour 100. Quel est le din? Alors, évidemment, on parle d'un cas où la ketouba n'est pas là. Car si on avait un écrit, un acte de ketouba, il suffit de lire. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Il faut dire que la ketouba n'est pas présente pour X raisons, on verra après. Est-ce qu'elle a été égarée? Est-ce que c'est dans une ville où on n'avait pas l'habitude d'écrire la ketubot et qu'on comptait sur ce qu'on appelle Tnaï Beddin, la ketouba, on n'a même pas besoin de l'écrire. Il va sans dire pourquoi l'écrire. Alors, ça c'est encore une hypothèse. Mais en tout cas, il s'agit du cas où on n'a pas de papier sous les yeux. Il n'y a aucun document pour prouver et démontrer qui a raison. Alors la question se pose. À qui le tribunal donnera raison dans un cas pareil où elle prétend qu'elle mérite 212 parce qu'elle s'était mariée avec cet homme en tant que Betula et lui prétend qu'il a épousé en tant que Almana au Groucha et il ne veut reverser que 112. J'ouvre une parenthèse. Quand on a dit que les héritiers sont au tribunal en tant que protagonistes vis-à-vis de cette femme, ça peut être leur mère, et ça peut ne pas être leur maître. Ça peut ne pas être leur mère. Pourquoi? Eh bien, son père, leur père s'est marié une deuxième fois avec cette femme. Ça ne change rien. Exactement. Exactement. Mais il y a bien des Edim quand même. Hein? Il y a bien des Edim. Des Edim que quoi? Bah, comme quoi, quand ils ont signé, ils ont bien attesté comme quoi. Elle était soit almana. Vous avez raison que sur la ketouba, il y avait des Edim. Mais ces Edim sont déjà morts.
Parce qu'ils ont divorcé après 60 ans. Ah. Oui, non, il y a bien des gens qui ont connu ces Rédim. Des gens qui ont connu les Rédim, oui. Mais est-ce que les Rédim leur ont raconté combien était le montant? On va bien comparer les signatures, les écrits. Oui, mais quelle signature? Mais on a dit que la Ketouba, elle a disparu. Il n'y a aucune écriture. S'il y avait une écriture, la question ne se pose même pas. Mais il n'y a pas de Ketouba. Si la Ketouba était présente, on n'a qu'à lire. On sait lire. On parle du cas où il n'y a pas de Ketouba. Et que tout est dans paroles qui s'envolent. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'écrit? Qu'est-ce que va faire maintenant le Beddin? Zot Hachel. Ça veut dire que les Rédim avant, juste avec leur présence? Je n'ai pas compris. Il n'y a pas de Rédim. Les témoins qui ont signé cette Ketouba sont morts. Non, mais attendez. Vous dites qu'il n'y avait pas d'écrit. Ok, je suis d'accord. Il y avait un écrit qui a disparu. Les Rédim sont morts. On n'a plus rien, aucune trace. Que fait le Beddin maintenant? On a un scénario, deux antagonistes. Ils sont là, ils se disputent. Qu'est-ce qu'on fait? Ils se crêpent les chignons. On va donner de la laque pour crêper le chignon? Alors on va étudier. Haïcha Shenit Armella. Une femme qui est devenue veuve. O Shenit Garesha. Ou qui a divorcé. Hi Omeret Betula Nesatani. Elle prétend, tu m'as épousé quand j'étais vierge, et donc tu me dois 200 ouz. Veu Omer Lochi. Et lui dit, ce n'est pas vrai. Et la Almana Nesatir, je t'ai épousé quand tu étais veuve, et donc je ne te dois que 100 ouz. Réponse. Im yesh edim sheyatsa behinuma verosha parua ketubata mataim. Alors la Mishnah nous donne la réponse. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. On va chercher des témoins qui étaient présents au mariage. Pas les témoins signataires de la Ketouba. Ceux-là, on a dit, ils sont déjà morts. Mais on demande, est-ce qu'il y avait des gens invités à ce mariage? Voilà, arrivent deux personnes qui disent, oui, bien sûr, on se souvient de leur mariage. On était là. On a partagé de la bourra avec le marié. Oui? Ah bon? Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'elle était la Kala? Est-ce qu'elle était voilée? Oui. Est-ce qu'elle avait les cheveux sur l'épaule? C'est-à-dire, à l'époque, la différence entre une femme vierge qui se mariait, une fille vierge, et celle qui n'était pas vierge, c'est-à-dire une almana, une divorcée, eh bien, c'est que la vierge était voilée, et celle qui ne l'était pas n'était pas voilée. Elle avait le visage et les yeux découverts. Première différence. Deuxième différence, c'est les cheveux lâchés. La Betula avait les cheveux lâchés sur les épaules. Tandis que la Almana ou la Grusha avait un chignon bien attaché. Alors, ça, ce sont des simanim. Ce sont des signes distinctifs pour savoir si la Kala est Betula ou pas. On va voir qu'il y avait encore d'autres signes distinctifs. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Afhilu Kelayot Re'aya. Rabbi Yochanan ben Broka nous dit, il y a même un autre signe, c'est celui de la distribution des bonbons aux enfants. Ils avaient l'habitude de distribuer des clayotes aux enfants. Aujourd'hui, on parle de bonbons. À l'époque, on parlait de clayotes. C'est quoi les clayotes? C'est des fruits secs qui ont grillé au four. Alors, précisément, à l'époque, on parlait de céréales fraîches qui sont encore tendres. La graine de blé ou d'orge est charnue, encore humide. On les mettait au four et ça sortait, ça donnait des grains qui étaient sucrés, qui étaient doux. Parce que si tu laisses sécher au soleil les céréales pendant tout l'été, pour ensuite moudre et faire de la farine, c'est pas très doux, c'est pas sucré. Mais quand le grain est encore tout frais, tu viens de moissonner, ce n'est pas encore sec, c'est encore humide, tu mets au four et tu sors de là avec des pépites. Ce sont des fruits secs que l'on servait et qu'on donnait aux enfants qu'ils aimaient bien
grignoter. À quel moment distribuait-on ces clayotes dans le mariage? Lorsque la jeune fille était Betula, vierge. Mais si elle était Almana ou Grusha, il n'y avait pas de distribution de clayotes aux enfants. Rabbi Yochanan ben Broca nous dit que ça aussi, ça peut servir de signe distinctif pour savoir si elle était Betula et elle mérite les 212 maintenant. Même s'il y a 50 ans qu'ils étaient mariés, et maintenant il y a une dispute entre le mari et la femme qui divorce, ou la femme avec les héritiers du mari qui est mort, eux ils prétendent, tu n'étais pas Betula. Elle dit oui, je me suis mariée avec lui, j'étais Betula. Qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il des témoins qui étaient présents au mariage? Oui, ils étaient là. Racontez-nous comment elle est rentrée la Kala. Voilée, pas voilée? Cheveux lâchés, pas cheveux lâchés? Avec des clayotes, on a distribué aux enfants, pas distribué aux enfants. Voilà les Edim qui pourront nous aider à nous tirer d'affaire. Umodé Rabbi Yoshua, be'omer la Havero, sadezo shel avicha haïta, ulkartia hemenu, shehu ne'eman. Shehape she'asar, hu hape shehitir. La Mishnah nous dit quelque chose qui paraît totalement hors sujet. On ne comprend même pas qu'est-ce que ça vient faire ici. Et en plus, on nous parle de Umodé Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua est d'accord. Rabbi Yoshua est d'accord avec qui? Qui a dit le contraire pour que Rabbi Yoshua soit d'accord avec lui? Et en plus, du coup, nous on parlait de Ketouba, il nous parle maintenant d'un sadé, d'un champ. Qui a parlé de champ maintenant? C'est quoi ça? Alors, on va essayer de comprendre déjà ce qu'il dit. Et dans la Gemara, on va nous expliquer pourquoi il a dit ça ici. Et que ce que ça vient faire, c'est extrêmement beau. Alors, Modé Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua est d'accord pour dire que Omer la Havero, un homme qui dirait à son prochain, on va dire Réhouven et Shimon, Réhouven qui dirait à Shimon, Sadezo, ce champ-là que je détiens, chez la Vicha Haïta, ou le quartier Hemenu. En fait, c'était un champ qui appartenait à ton père et il me l'a vendu. Chez Uneeman, il faut lui accorder crédibilité. Il faut le croire. Chez Apé, chez Assar ou Apé, chez Hitir, car c'est la bouche qui a interdit, qui est la même bouche qui a permis. Le premier Rashi de la page. Apé, chez Assar ou Apé, chez Hitir. Zé. Eno yodea shaita shel aviv, ela al piv shel ze, uma she'asar hare hitir. Rashi explique, c'est-à-dire, un homme en disant le champ que je détiens appartenait à ton père. En disant cela, déjà il n'a plus le droit d'utiliser ce champ. Il s'auto-interdit l'utilisation de ce champ, vu que c'est un champ qui appartenait au père. Mais tout de suite après, il dit, mais ton père me l'a vendu. Eh bien, il s'autorise l'utilisation de ce champ. La bouche qui s'est auto-interdit, c'est la bouche qui s'est auto-permise. Dans le sens où tu es obligé de le croire, car il a un migo. Puisqu'il aurait pu se taire, s'il voulait mentir et voler et spolier ce champ, eh bien, il aurait été suffisant qu'il se taise. Il ne dit rien. Pourquoi tu suscites les problèmes? Pourquoi tu vas aller dire au fils de ce monsieur, tu sais, ce champ appartenait à ton père, et il me l'a vendu. Mais pourquoi tu as été chercher les problèmes? Tais-toi. C'est une preuve qu'il est honnête. Car s'il était malhonnête, si c'était un menteur, un escroc, il se serait tué, il n'aurait rien dit, et tout va bien pour lui. Donc quelqu'un qui a l'honnêteté de raconter les choses telles quelles, il faut croire que les faits réels, c'est ce qui s'est passé tel qu'il a dit. Par contre, nous dit la Mishnah,
s'il y avait des Edim qui ont témoigné devant le Beddin, ce champ appartenait au père de cet héritier. Et lui, donc, c'est un voleur. Il est en train d'utiliser un champ qui appartient aux héritiers. Eh bien, ce monsieur ne peut plus bénéficier de ce champ. Il faut qu'il le rende aux héritiers. Et maintenant, il va dire, mais non, je l'ai acheté, je l'ai acheté. On va lui dire, où est l'acte de vente? Tu n'as pas d'acte de vente? Tu n'as aucune preuve comme quoi ce champ, tu l'as acheté? Nous avons une preuve, par contre, que ça appartenait au père de ses héritiers. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, ça appartient aux héritiers. Tu as un shtar comme quoi tu l'as acheté du père, tu as la preuve du contraire, tout va bien pour toi. Tant que tu n'as pas de shtar, tu leur restitues immédiatement le champ. C'est ce que nous dit la Mishnah à la fin. Ve'im yesh edim shehi shel aviv vehu omer lekartia hemenu eno ne'eman. S'il y a des témoins que le champ appartenait au père, et lui il dit mais je l'ai acheté du père, on ne le croit pas. Que vient faire cette fin de la Mishnah? Comment on est passé du coq à l'âne en quelque sorte? Façon de dire. On est passé de la ketouba à un champ. Mazé. Et c'est quoi modé Rabbi Yoshua? Avec qui Rabbi Yoshua débattait pour dire il reconnaît? On verra dans la Gemara une très belle explication. Gemara. La Gemara maintenant se focalise sur le début de la Mishnah. Nous avions appris au début de la Mishnah que si jamais il y a une dispute entre l'homme et la femme au moment du divorce, à savoir est-ce qu'il avait épousé quand elle était Betula ou il avait épousé quand elle était Almana, est-ce qu'elle mérite 200 zouz ou 100 zouz? On a dit que la femme pourra recevoir 200 zouz que dans la mesure où il y a des edim, comme quoi elle avait l'attitude d'une Betula, c'est-à-dire elle avait les cheveux lâchés, elle était voilée, ou on a distribué des bonbons aux enfants, comme on faisait pour les Betulotes. À ce moment-là, elle sera en droit de recevoir Mataim Zouz. Sous-entendu que s'il n'y a pas de témoin pour témoigner qu'elle était Betula au moment du mariage, alors c'est qui aura gain de cause? Ce sera le mari. Ça veut dire que le mari, c'est lui qui donnera que 100 zouz, et la femme sera perdante en quelque sorte. A priori, nous dit la Gemara, toute la raison pour laquelle la femme aura le droit de recevoir 200 zouz que s'il y avait des edim. Mais sinon, Baal Meheman, c'est le mari qui est crédible. Limatnan Stama deloke Rabban Gamliel. A priori, cette Mishnah, elle va à l'encontre de Rabban Gamliel. Vous vous souvenez, on avait vu dans le Pérec précédent plusieurs Mishnayot. D'ailleurs, il y avait 4 cas de figure où il y avait 4 nachloket entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. À chaque fois, Rabban Gamliel donnait raison à la femme et Rabbi Yoshua donnait raison au mari. Ici, on voit qu'on donne raison au mari. Donc, a priori, ça correspond plus à Rabbi Yoshua. Ça veut dire que ça va à l'encontre de Rabban Gamliel. Et vous vous rappelez que Shmuel avait dit que la halakha est comme Rabban Gamliel. Ici, on voit que cette Mishnah, elle va contre Rabban Gamliel, puisqu'elle donne raison au mari. Dei Rabban Gamliel, ha'amar, ihi mehemna, puisque Rabban Gamliel avait toujours dit que c'est elle qui a raison. Réponse. Afi lotema Rabban Gamliel, adkan lokama Rabban Gamliel atamela bebari veshema. Aval acha bebari ou bari lo amar. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que cette Mishnah, elle peut tout à fait correspondre à Rabban Gamliel. Pourquoi? Quand est-ce que Rabban Gamliel avait dit qu'on accorde crédibilité à la femme? C'est seulement lorsque la femme, elle est bari et l'homme est shema. Ça veut dire quoi, bari et shema? On a déjà expliqué ça la semaine dernière. Être certain ou incertain. Quelqu'un qui parle avec certitude s'appelle bari. Quelqu'un qui parle avec incertitude s'appelle shema, peut-être. Alors, quel était à chaque fois le débat entre l'homme et la femme? C'est que l'homme disait, j'ai vu que tu n'es pas vierge. Donc peut-être que tu as été avec un homme, tu as été beroula, peut-être ceci, peut-être cela, peut-être ceci, peut-être cela. Donc en tout cas, ça ne correspond pas au Mataim Zouz que je devais te reverser.
Et elle dit non, pas du tout. Moi, je te raconte qu'est-ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et donc, je mérite une ketouba d'un tel montant. Mataimzot. Alors, elle sait qu'est-ce qu'elle a vécu. Donc, quand elle déclare quelque chose, elle parle avec certitude. Elle est mari. Tandis que le mari, il ne sait pas qu'est-ce qu'elle a vécu comme expérience. Il imagine, il peut fabuler, il peut avoir raison comme il peut avoir tort. Et de ce fait, ça s'appelle Ta'anat Shema, des arguments incertains. Entre la certitude et l'incertitude qui l'emporte, nous dit Rabban Gamliel, la femme qui parle Bari. C'est la raison pour laquelle là-bas Rabban Gamliel avait accordé crédibilité à la femme, Ne'emenet. Tandis qu'ici, c'est Bari ou Bari. Les deux parlent avec certitude. Chacun est convaincu de ce qu'il dit. Elle dit, tu m'as épousé, j'étais Betula. Lui dit, je t'ai épousé, tu n'étais pas Betula, tu étais déjà Almana, tu étais déjà Groucha. Donc, c'est Bari ou Bari. Là, même Rabban Gamliel serait d'accord, et comme nous dit la Mishnah ici, que c'est le mari qui a raison. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce qu'il y ait des édim comme quoi elle est sortie avec les cheveux lâchés et Inouma et ainsi de suite. La Gemara pose la question, elle dit Vede Karela, Maï Karela, Habari ou Bariou. Celui qui a posé la question, comment il a pu poser une telle question? À savoir, dire que cette Mishnah, elle va à l'encontre de Rabban Gamliel. Et quel rapport? Rabban Gamliel a parlé d'une situation de Bari Veshema, tandis que la Mishnah, elle parle de Bari ou Bari. Ce n'est pas du tout les mêmes contextes. Réponse. Kevan derov nashim betulot nisaot kebari veshema dami. Kebari veshema dami. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a posé la question avait cru qu'étant donné que la majorité des mariages, ce sont des jeunes filles qui se marient. Si on fait une statistique, quel est le rov des mariages? Est-ce que le rov de mariage, c'est première main ou deuxième main? Première main. Le rov des mariages, c'est des mariages de... Non, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est Almana, Almana Groucha qui se remarie, un remariage, ou bien un premier mariage? Entre mariage et remariage, eh bien la majorité sont des mariages de Betula. Alors c'est pour cela que quand la femme prétend moi je me suis marié, j'étais Betula, étant donné que le rov des mariages, c'est comme elle dit, Betula, alors là on aurait pu considérer que la ta'ana de la femme, elle est tellement forte qu'elle met à l'ombre la ta'ana de l'homme. L'homme lui dit, tu étais Almana ou Groucha. Elle dit, j'étais Betula. Le rov soutient l'argument de la femme. Et par conséquent, celui qui a posé la question avait cru que là, il n'y a que Rabban Gamliel qui dirait Ne'emenet, et cette Mishnah dit Lo Ne'emenet. Pourquoi? Puisque, selon Rabban Gamliel, Bari Veshema, Bari Adif, et bien même là, Rabban Gamliel aurait accordé crédibilité à la femme, étant donné que la femme qui dit « j'étais Betula », elle est appuyée par le rov. Le rov des femmes sont Betulotes. Et donc lui, le mari qui dit « tu n'étais pas Betula », il est réduit par rapport à la femme, c'est comme un mi'out devant le rov. Et peut-être que Rabban Gamliel dirait que la femme a raison, même si elle n'a pas de edim. Et c'est ça le hidouche. C'est de lui dire non, non, non. Bien que, il y a un rov qui soutient la femme, mais concrètement, on a un bari ou bari, et quand on a un bari ou bari, même si le rov va soutenir l'un des deux baris, ça ne lui donne pas crédibilité. C'est pas pour autant qu'elle va avoir raison, et même Rabban Gamliel est d'accord. Et même Rabban Gamliel est d'accord cette fois-ci pour dire que la femme n'est pas Ne'emenet. Bien que dans le Pérek Rishon, à chaque fois
À chaque fois, Rabban Gamliel donnait raison à la femme, Nehemenet, 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 parce qu'elle était Bari. Et le mari était Shema. Mais ici, c'est Bari ou Bari? Eh bien, là, elle n'est pas Nehemet. Comment on privilégie l'homme quand on est deux Bari? Comment? Quand il y a deux Bari, on va vers l'homme et vers la femme. Eh bien, parce que, bonne question. Pourquoi quand c'est Bari ou Bari, on accorde crédibilité à l'homme? Parce que c'est Hamotzi Mehavero ala Bareaya. C'est elle qui veut soutirer de l'argent. Et un homme qui veut soutirer de l'argent à l'autre, il faut qu'il apporte une preuve. Et maintenant la Gemara dit Ve'achinami mistabra. Et la Gemara maintenant nous dit oui, c'est logique de dire que Rabban Gamliel est d'accord avec cette Mishnah. Rabban Gamliel est d'accord. Ve'achinami mistabra. Comme ça dit Rashi. Regardez Rashi. Achinami mistabra de Rabban Gamliel modeba de Baal Meheman. C'est logique de dire que par rapport à cette Mishnah, même Rabban Gamliel est d'accord. Quelle est la preuve? Et là c'est très joli. Ça va être un peu subtil. Concentrez-vous quelques minutes. Midekatane ou modé Rabbi Yoshua. Du fait que dans cette Mishnah, il y a une deuxième partie qui parle d'un chant, d'un sadé. Et on nous dit, au modé Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua est d'accord de quoi? Que si un homme exploitait un champ et il est venu voir un héritier, il lui dit, tu sais, ce champ appartenait à ton père, mais il me l'a vendu. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yoshua? Dans ce cas-là, il faut lui accorder crédibilité. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Pourquoi? Hapé chez Assar ou Hapé chez Itir. La bouche qui s'est interdit quelque chose, c'est la même bouche qui s'est permis. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Bishlama, je peux comprendre que veut dire Umodé, Rabbi Yoshua. Umodé, Rabbi Yoshua est d'accord. Quand tu dis il est d'accord avec quelqu'un, je suis d'accord avec toi, mais dire je suis d'accord tout seul, tu es d'accord avec qui? D'accord, ça veut dire d'accord avec quelqu'un. Alors si on dit qu'il y a en effet un interlocuteur, je peux dire il est d'accord avec l'interlocuteur. Alors c'est qui l'interlocuteur? Dans cette Mishnah, on ne voit pas d'interlocuteur. Rabbi Yoshua, il parle tout seul, c'est un monologue, c'est pas un dialogue. Où est le dialogue dans cette Mishnah? Alors regardez la beauté de l'explication de la Gemara, et là c'est fabuleux. Iyamar bishlama aire Rabban Gamliel bemode shapir ela yamart lo aire Rabban Gamliel bemode Rabbi Yoshua leman mode. Si tu me dis que Rabban Gamliel, qui n'était pas d'accord avec Rabbi Yoshua dans le premier Pérec, dans les 4 scénarios, vous vous rappelez? Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel disait, c'est la femme qui a raison. Nehemenet. À chaque fois qu'il y a une dispute entre l'homme et la femme, c'est la femme qui a raison. Rabbi Yoshua disait, c'est l'homme qui a raison. Nachon. Maintenant, on arrive dans ce Pérec, qu'est-ce qu'on dit? C'est la femme, pardon, c'est l'homme qui a raison. C'est qui parle? Là, tu dis, c'est Rabban Gamliel qui parle. Même Rabban Gamliel qui accordait toujours crédibilité à la femme, là, cette fois-ci, il est d'accord avec Rabbi Yoshua pour accorder crédibilité à l'homme. Alors là, ça s'appelle modé. Que Rabban Gamliel reconnaît que Rabbi Yoshua, cette fois-ci, a raison. Il est d'accord avec Rabbi Yoshua pour accorder crédibilité à l'homme. Alors là, maintenant, je comprends. Regardez maintenant comment c'est très très beau cet accordéon. Dans le premier Pérec, Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel s'opposaient frontalement. Maintenant, dans ce Pérec, on a une nouvelle Mishnah. Dans cette Mishnah, qu'est-ce qu'on a? On a 2 parties. La première partie, elle parle de mariage, Ketouba. La deuxième partie, elle parle du chant. D'accord? Qu'est-ce qui est écrit dans la deuxième partie? Umodé Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua est d'accord pour le chant. Il est d'accord avec qui? Alors, si tu me dis que la première partie, c'est Rabban Gamliel qui dit « Moi, Rabban Gamliel, je suis d'accord avec toi, Rabbi Yoshua, dans le cas de la Ketouba, lorsque, au moment du divorce, lui, il dit « Je t'ai épousé, tu étais déjà marié auparavant, tu étais almanach, groucha. » Elle dit « Non, j'étais Betula. » Dans ce cas-là, Rabban Gamliel dit « Je suis d'accord avec toi, Rabbi Yoshua. »
Bien qu'en général, je donne toujours crédibilité à la femme, mais cette fois-ci, je donne crédibilité à l'homme. Dans le cas de Bari. D'accord? Donc ça s'appelle modé. Parce que c'est Bari ou Bari, alors je suis modé. C'est pas écrit dans la Mishnah modé. Mais nous, on explique. On est en train d'expliquer que ce début de la Mishnah, il va d'après tout le monde. Même Rabban Gamliel est modé à Rabbi Yoshua. Il est modé à Rabbi Yoshua. Il lui dit, dans le premier pérec, j'étais contre toi. Cette fois-ci, je suis d'accord avec toi. Donc Rabban Gamliel est d'accord avec Rabbi Yoshua. Alors Rabbi Yoshua lui dit, tu es d'accord avec moi? Eh bien moi aussi je suis d'accord avec toi dans un cas. Ou modé Rabbi Yoshua, les Rabban Gamliel. Le début de la Mishnah, c'est Rabban Gamliel qui dit, je suis modé à Rabbi Yoshua. La fin de la Mishnah, Rabbi Yoshua dit, moi je suis modé à Rabban Gamliel. Dans quel cas je serai d'accord avec toi, Rabban Gamliel? Dans quel cas? Eh bien, dans le cas où le migo, c'est un super migo, c'est-à-dire à péché à ça ou à péché étir. Un homme qui détenait un champ et il vient voir un héritier et lui dit, tu sais, ton père, c'était lui qui était propriétaire de ce champ, mais ne t'inquiète pas, il me l'a vendu. Je ne suis pas quelqu'un qui va spolier. Je ne suis pas un escroc, un voleur. Non, non, non. J'exploite ce champ en bonne et due forme et en droit parce que ton père me l'a vendu. Là, dit Rabban Gamliel, là je suis d'accord avec toi, Rabban Gamliel, pour accorder crédibilité à ce bonhomme, parce qu'il s'appuie sur ce qu'on appelle un péché assar ou un péché étir, un migo super puissant. Alors là, la Gemara dit, Dafka, c'est ce qui nous pousse à dire que le début de la Mishnah, il va même d'après Rabban Gamliel, pour dire que Rabban Gamliel, cette fois-ci, il est modé. Et donc maintenant on comprend, modé dans la Recha, modé dans la Sefa. Dans la Recha, c'est Rabban Gamliel qui est modé, Rabbi Yoshua. Dans la Sefa, c'est Rabbi Yoshua qui est modé, Rabban Gamliel. La Gemara n'est pas impressionnée par la beauté de ce Hidouche, et elle veut remettre en cause. Et elle veut dire, mais non, peut-être que je peux t'expliquer. Le Umodé Rabbi Yoshua, je peux te l'expliquer différemment. Qu'est-ce que ça veut dire Umodé Rabbi Yoshua? Misavart Rabbi Yoshua ahai pirkin ka'e, amigo ka'e ve pirkin kama ka'e. Je peux très bien dire que Rabbi Yoshua, en fait, quand il dit Umodé, c'est pas modé par rapport à Rabban Gamliel dans la Recha. Peut-être qu'il est modé à Rabbi Yoshua par rapport à ce qu'il a dit dans le Pérec Rishon. À savoir, pardon, Rabbi Yoshua est modé à Rabban Gamliel par rapport à ce que Rabban Gamliel a dit dans le Pérec Rishon. Pas par rapport à Rabban Gamliel dans cette Mishnah. Peut-être que dans cette Mishnah, Rabban Gamliel ne figure pas du tout. Et tout ce beau montage que tu as fait, je ne suis pas d'accord du tout. Il n'y a pas écrit Rabban Gamliel, il n'y a pas écrit modé Rabban Gamliel. Je ne suis pas d'accord pour dire que Rabban Gamliel il est modé. Peut-être que Rabban Gamliel n'est pas d'accord avec cette Mishnah, un point à la ligne. Ah, alors tu vas me dire, alors que c'est quoi ce Umodé Rabbi Yoshua? Eh bien, je peux t'expliquer que Umodé Rabbi Yoshua, il se rapporte à une Mishnah du Pérec précédent, où on avait vu qu'il y avait Mahloket entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Rabban Gamliel donnait raison à la femme sur la base d'un migo. Eh bien, là-bas, Rabbi Yoshua dit, ce migo n'est pas suffisamment fort pour donner raison à la femme. Par contre, il y a un migo pour lequel je suis d'accord, c'est à péché assar ou à péché itir. Comme on a expliqué d'après Rashi, que l'héritier, il ne savait même pas que ce champ appartenait à son père autrefois. Donc c'est qui a suscité le problème, qui a soulevé le problème? C'est le bonhomme. Dans ce cas-là, il a eu l'honnêteté de venir déclarer que ce champ appartenait autrefois au père, alors tu peux lui faire confiance quand il te dit qu'il a acheté. Alors à Botaï, là je peux dire que Rabbi Yoshua est modé par rapport à un migo que Rabbi Yoshua avait disqualifié. Ce migo, Rabbi Yoshua le considère valable. Peut-être que c'est ça, le umodé. Et donc tu n'as aucune preuve pour dire que Rabban Gamliel est d'accord avec la Recha. La Gemara dit, attends, excuse-moi, de quoi tu parles? Quand tu me dis que Rabbi Yoshua est d'accord avec Rabban Gamliel par rapport à un migo, Rabban Gamliel a dit migo, Rabbi Yoshua avait dit non, et maintenant il va dire oui. Par rapport auquel des 4 cas? Il y avait 4 scénarios. On avait vu la semaine dernière. Il y avait 4 mahloket
Alors laquelle mahloket auquel tu fais allusion en disant là je suis pas d'accord avec ce migo, mais ce migo je suis d'accord. De quoi il parle? Ahya, à quoi il se rapporte? Elima aha, si tu vas me dire que ça se rapporte à la Mishnah suivante, Haïta me'uberet ve'amru la mativo shel ubarze me ish ploni ve'kohen hu Rabban Gamliel ve'Rabbi Eliezer omrim ne'emenet Rabbi Yoshua omer lo mipianu hayim hatam maimigo ika hare keresa ben shinea. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vas me dire que ça parle de la femme enceinte, vous vous rappelez, on avait vu une jeune fille célibataire qui est enceinte. On lui dit, madame, mademoiselle plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Comment tu es tombée enceinte? Tu as eu une relation avec quelqu'un. Cet homme-là, c'est un goy, c'est un mamzer ou un juif classique? Elle dit, c'est un juif classique, même un Cohen carrément. Et donc, je suis kshera, je suis une jeune fille qui peut se marier avec un Cohen. Alors nous on lui dit, mais peut-être que c'est un goy, peut-être c'est un mamzer, et donc tu ne peux plus te marier avec un Cohen. Est-ce qu'elle pourra se marier avec un Cohen, oui ou non? Rabban Gamliel dit oui, Rabbi Yoshua dit non. Rabban Gamliel dit ne'emenet. Et Rabbi Yoshua dit, ma pitom, elle n'est pas ne'emenet. Alors, là-bas, quel est le migo? Tu me dis que Rabban Gamliel, il dit qu'elle est ne'emenet parce qu'elle s'est appuyée sur un migo, et Rabbi Yoshua n'est pas d'accord avec ce migo, mais là-bas il n'y a pas de migo. Alors à Botaï, juste je rappelle une entre parenthèses, c'est quoi migo? On l'a déjà expliqué, mais je le répète. Migo, c'est la définition d'un argument qui aurait été plus fort que l'argument actuel. C'est-à-dire, quand quelqu'un déclare quelque chose au Beddin, mais nous on est sceptique, est-ce qu'il dit vrai ou il dit faux? Si ce monsieur dit quelque chose, et je ne sais pas s'il dit vrai ou faux, si cette personne a un migo, c'est-à-dire que si vraiment cette personne était malhonnête et qu'elle voulait mentir, elle aurait pu avancer un argument beaucoup plus convaincant et on n'aurait pas eu du tout de remise en cause. C'est-à-dire qu'on aurait pris ces déclarations comme argent comptant. Alors, quelqu'un qui vient et qui avance un argument faible, alors qu'il pouvait avancer un argument fort, cela même, c'est la preuve de la véracité de ses dires. Quelqu'un qui pouvait mentir, il pouvait dire quelque chose de convaincant, et tu vois que maintenant il te dit quelque chose qui n'est pas convaincant, mais il dit parce que c'est la réalité, eh bien c'est une preuve d'honnêteté. Et il faut lui faire confiance dans ce qu'il te dit aujourd'hui. Alors, là-bas, au niveau de la femme enceinte, la jeune fille enceinte, elle n'a pas de migo. Quel migo elle peut trouver? Harekresa ben shineha. Elle a le ventre entre les dents. C'est une façon de parler. Elle a un gros ventre. Donc tu vois bien qu'elle est avec quelqu'un. Donc il faut bien qu'elle te dise quelque chose. Donc quoi qu'elle te dise, c'est toujours des échappatoires. Comment tu peux lui faire confiance? Rabbi Yoshua dit, je ne lui fais pas confiance. Rabban Gamliel lui fait confiance, pourquoi? Rabban Gamliel lui fait confiance parce que elle est bari et elle a une chazaka. Premièrement, elle te dit des choses avec certitude, d'accord, mais qui dit que c'est vrai? Elle a une chazaka de cacheroute. Autrefois, c'était une fille cachère. Jusqu'à preuve du contraire, on considère que la situation reste inchangée. Et donc, de ce fait, est-ce qu'elle a été avec un goy ou un juif? Elle te dit qu'elle a été avec un juif, fais-lui confiance. Elle a été avec un juif cachère, qui est ni goy ni mamzer, tu peux la croire. Et pourquoi tu peux la croire? Tu t'appuies sur la chazaka. La chazaka, c'est la situation antérieure, le contexte donné. Ok, mais c'est pas sur la base d'un migo car elle a zéro migo dans ce cas. Alors, de quoi parler Rabbi Yoshua? C'est pas possible qu'il s'agissait de ce cas. Alors, on va explorer un autre cas du débat de Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua dans le pérec précédent. Et là, aha. Alors, peut-être que ça se rapporte au cas suivant. Ra'uha medaberet im echad ve'amru la mativo shel ish ze.
איש פלוני וכהן הוא, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, נאמנת, רבי יהושע אומר לו מפי אנו חיים, התם מימיגו איכה. Alors, vous vous rappelez, ça aussi, c'était l'avant-dernier scénario des 4, vous vous rappelez les 4. Alors, le troisième, c'était ça. Haïta medaberet imechad. On a vu cette jeune fille célibataire sortir d'un lieu isolé, un lieu désert, avec un homme. Et après, cet homme a disparu de la circulation. On ne sait pas qui il est, cet homme. Un goy, mamzer, ou juif, kasher, Cohen. Elle nous dit, c'est un juif kasher. Même un Cohen carrément. Nous, on lui dit, on ne sait pas, peut-être c'est un goy, peut-être c'est un mamzer, qui sait-on jamais. Alors Rabban Gamliel disait, Nehemenet, il faut la croire. Rabbi Yoshua disait, Lo Nehemenet. Pourquoi Rabban Gamliel disait Nehemenet? Parce qu'elle a un migot. Est-ce qu'il y a un migot dans un cas où nous, on l'a attrapé en flagrant délit, sortir d'une chambre? Alors, est-ce qu'elle a un migot? Est-ce qu'elle peut prétendre quelque chose? Alors, ça dépend. Que veut dire Haïta medaberet im ehad? Elle parlait avec un homme. Alors, on avait vu la mahloket. La semaine dernière, on avait vu mahloket. Alors, on avait vu mahloket Zerire et Rav Assi. Selon Zerire, que ça veut dire Haïta medaberet? Ça veut dire elle s'était juste isolée. Selon Rav Assi, c'est quoi Haïta medaberet? Niv'ela. Et donc, la différence entre Rav Assi et Zerire, c'est à savoir est-ce qu'elle a un migot ou elle n'a pas de migot. Selon Zerire, elle a un migot. Pourquoi? Parce qu'en effet, qu'est-ce qu'elle peut prétendre? Certes, je me suis isolé, mais je n'ai pas eu de relation avec elle, avec lui. Juste, on a discuté, on a bavardé agréablement, c'était super sympa. Alors, je n'ai rien fait. Alors, maintenant, elle te dit, elle aurait pu dire je n'ai rien fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle te dit? Oui, j'ai une relation avec lui, mais ce monsieur, c'est un monsieur Cohen, il est cachère. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dis? Il a un migot. Rabban Gamliel dit on s'appuie sur le migot. Rabbi Yoshua dit on ne s'appuie pas sur le migot. Tandis que dans le cas où, d'après Rav Assi qui dit que c'est quoi Medaberet? C'est qu'ils ont vu par le trou de la serrure. Carrément, ils ont vu qu'ils ont eu un acte sexuel. Et donc de ce fait, elle ne peut plus dire l'onivralti. Non, je n'ai pas eu de relation, parce qu'il y a des témoins. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Mais il était cachère. Comment tu peux la croire que c'était un homme cachère? Peut-être c'est un goy, peut-être c'est un mamzer. Tu vas t'appuyer sur le migot. C'est sûr que Rabban Gamliel ne s'est pas appuyé sur un migot, car il n'y a pas de migot puisqu'on l'a vu. Migot, ça veut dire, elle aurait pu dire, je n'ai pas eu de relation sexuelle avec lui. Ça, c'est seulement d'après Zerire qui dit que c'est quoi Medaberet? Medaberet dans le sens où Nistera. Mais d'après celui qui dit Niv'ala, donc elle n'a pas de migot. Alors Rabbi Yoshua, c'est sûr que quand on dit Umodé Rabbi Yoshua, ça ne se rapporte pas à ce cas de figure. Aniha les Zerire de Medaberet Nistera. Migodi bayamra lo nivalti vekamra nivalti memna. Et là les Ravassi de Amar Medaberet nivalet migo ika. Quel est le migo d'après Ravassi? Il n'y en a pas. Ve'ela aha. Alors peut-être que Rabbi Yoshua ici dans cette Mishnah, il se rapporte à un autre cas, la mahloket qu'on avait vue dans les 4 mahloktot de Rabban Gamliel Rabbi Yoshua. Et là, aha, hi omeret mukat etz ani, veu omer lochi. Elle dit, j'étais mukat etz. Tu m'as trouvé non vierge, eh bien c'est parce que j'ai eu un bois qui est rentré là-bas, qui s'est planté là-bas, j'ai pris un coup, et c'est à cause de ça que je n'étais pas bien. Et lui dit, Loki, la droussat ishat. Il lui dit, pas du tout. Toi, tu es une femme qui a eu une relation avec un homme, qui t'a écrasé. Ça veut dire, tu as une relation sexuelle avec un homme. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord de te payer une ketouba, vu que je voulais une femme. Betula, j'ai une beoula. Non. Alors, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Omrim, Nemenet. Rabbi Yoshua Omer, Lomi Pianu Haïm. Encore une fois, la même arloquette. Rabban Gamliel lui donne crédibilité. Rabbi Yoshua ne lui accorde pas crédibilité. Alors, il donne raison au mari. Là-bas, Hata Maimigo Ika. Là-bas, tu dis que Rabban Gamliel il s'est appuyé sur le migot et Rabbi Yoshua n'était pas d'accord avec ce migot. Par contre, le migot de notre Mishnah, il est d'accord. Ma pitom, sur quel migot Rabban Gamliel se serait appuyé? Bishlam le Rabbi Elazar de Amar Bemane Veloklum, migot de Ibaria Amra Mukat Etz Ani Tartecha.
ve'itlah matayim, ve'ka'amra me'ikara, delitla elamane, mehemna. C'est-à-dire, vous vous rappelez, on avait vu une grosse mahloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, à savoir quel était le débat entre l'homme et la femme. Quel est leur litige? Est-ce que la femme réclame 200 zouz et le mari est d'accord que pour mané, 100 zouz? Ou bien non, la femme réclame mané, 100 zouz et le mari dit je te dois rien du tout. Est-ce que c'est entre 0 et 100 ou bien est-ce que c'est 100 et 200? On avait vu que Rabbi Yochanan avait dit que la mahloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, c'est par rapport à la chita de Rabbi Meir, qui avait dit qu'une femme qui est mukatretz, qu'est-ce qu'elle mérite? 200. Tandis que si elle est beroula, 100. Donc la mahloquette entre l'homme et la femme, c'est elle réclame 200 et lui est d'accord pour 100. Tandis que Rabbi Elazar avait dit non, la mahloquette Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, c'est par rapport à qui? Pas par rapport à Rabbi Meir, mais par rapport à Hachamim. Et Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que 100 zouz, une mukatretz, combien elle touche? 100. Alors combien maintenant elle réclame? 100. Elle dit mukatretz, Haïti. Et lui il dit non, drusat ishat, tu as été violé. Et donc tu mérites 0, parce que moi je ne voulais pas une deuxième main. Alors maintenant, si tu me dis que la mahloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, c'était comme Rabbi Elazar qui disait mané veloklum. Si c'est mané veloklum, alors là il y a un migo. C'est quoi le migo? Migo de Ibaya Amra mukatretz ani tahtecha veitlah matayim veka amra me'ikara delitla elamane mehemna. C'est très très beau. Écoutez ça. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Je réclame mané. Parce que j'étais mukatretz, j'ai reçu un coup là-bas avec un bois. Et donc j'ai perdu ma virginité, et de ce fait, je réclame que 100 zouz. Et lui, il dit non, peut-être qu'il y a eu une relation avec quelqu'un, qui mérite 0. Elle a un migo, parce que si elle avait voulu être menteuse, elle aurait pu réclamer 200. Comment? Elle lui dit, monsieur, tu sais que tu m'avais fiancé, 1 an plus tard, tu m'as marié, tu m'as épousé. Pendant 1 an, on était fiancés. Tu sais, quand tu m'as fiancé, je n'étais pas mukatretz. Quand est-ce que j'ai reçu un coup de bois là-bas et j'ai perdu l'hymen? Eh bien, c'était après les fiançailles. Nistahava sadecha. C'est ton mazal qui a causé ça. C'est toi qui as perdu. Mais moi, quand tu m'as prise, tu as fait le kiddushin adriat bekudesh etli, j'étais betoula, j'étais même pas mukatretz, tu me dois 200 zouz. Si elle avait prétendu une chose pareille, c'est encore plus fort. Si elle voulait juste voler de l'argent, elle aurait pu voler 200 plutôt que voler 100. Du fait que elle prétende, donne-moi 100, parce que j'avoue que j'étais mukatretz auparavant, c'est vrai que je n'étais pas Betula, mais mukatretz, je n'étais pas Beroula, donc donne-moi au moins 100 zouz. Elle n'a pas dit mukatretz tartecha, elle a dit mukatretz avant. Quelle est la différence entre mukatretz avant et mukatretz tartecha? Si elle est mukatretz avant, c'est 100. Si elle est mukatretz après les kiddushin, elle mérite 200, puisqu'au moment des kiddushin, elle n'était pas encore mukatretz. Alors là, il y a un migo. Alors la Gemara dit Bishlama, d'après Rabbi Elazar, je peux comprendre que en effet Rabban Gamliel s'est appuyé sur le migo et Rabbi Yoshua contredit le migo. Alors je peux comprendre qu'à péché à ça ou à péché itir, c'est le cas où Rabbi Yoshua est modé à Rabban Gamliel. Mais si tu me dis que Rabbi Yochanan, le pirouche de la marloquette Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, c'est comme Rabbi Yochanan qui dit que c'est la discussion, elle est d'après Rabbi Meir qui dit mukatretz, elle est mataim. Et celle qui n'est pas mukatretz, qui est beroula, c'est mané. Donc lui, il veut lui donner mané, elle réclame mataim. Dans ce cas-là, il n'y a pas de migo. Alors, en quoi Rabbi Yoshua est modé? C'est quoi modé? Modé, ça veut dire, je suis d'accord. Ce migo n'est pas bon, ce migo est bon. Parce que ici, c'est à péché à ça ou à péché itir, alors c'est un bon migo. Mais, d'après Rabbi Yochanan, on parle de mataim et mataim, donc il n'y a pas de migo. You understand? Alors on va terminer. Et là, le Rabbi Yochanan d'abord mataim mané maimigoïka. Et là, aha, la marloquette, à quoi il se rapporte peut-être Rabbi Yoshua. Et là, aha, anoset aisha velo matzala betulim. Yi omeret misher astanin enasti v'nitzlaha basadeu. Vehu omer lochi. Et là, achelo erastir. Achelo erastir. Rabban Gamliel Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Rabbi Yoshua omer lo mipi anu chaim. Demigo dei baya mukatretz ani tahtecha.
Delo kapasla nafsha mikeuna, vekamra ne'enasti, de kapasla nafsha mikeuna, משומחי כמה רבן גמליאל דמהמנה, וכמה רבי יהושע לרבן גמליאל, בהי מיגו דהחמו דנלך, בהוא מיגו דהטפה לגנאי לבך. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Gemara, après avoir passé au peigne fin les trois scénarios où on avait vu une marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, à savoir, est-ce que Rabban Gamliel qui accordait crédibilité à la femme, c'était sur la base d'un migo ou pas? Après que la Gemara, elle a exclu ces trois migos, elle a dit non, Rabban Gamliel s'est pas appuyé sur un migo, ni dans ce cas, ni dans ce cas, ni dans ce cas. Maintenant, elle arrive au quatrième cas, où là, en effet, Rabban Gamliel s'est appuyé sur un migo, et Rabbi Yoshua ne s'est pas appuyé sur migo. Il n'était pas d'accord avec ce migo, alors il va lui dire, ce migo n'est pas bon, mais celui-ci de notre Mishnah, avec le chant des héritiers et ainsi de suite, là, il y a vraiment un migo de Apéché Assar ou Apéché Itir, je suis d'accord. Alors, quel était le cas où il y avait un migo, et pourtant Rabbi Yoshua n'était pas d'accord d'appliquer ce migo? C'est dans le cas suivant. Anoset Aïcha, Velo Matzala Betulim. Un homme qui a épousé une femme et il lui a pas trouvé de virginité. Hi Omeret Mishe Rastani Neenasti. Elle lui dit, tu veux savoir quand est-ce que j'ai été violé? Après nos fiançailles. Mais quand tu m'as dit Ariap Mekou Chetli, j'étais encore Betoula. Et donc je mérite mes Mataim Zouz. Ce viol, c'est ton mazal. Veu Omer Lochi. Et lui dit, pas du tout. Et là, Hachelo Erastir. Tu t'es fait violer avant les fiançailles, et donc pour moi, c'est un achat erroné. Moi, je voulais pas prendre une fille qui a été déjà violée. Et donc, je te dois pas les Mataim Zouz que tu réclames. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer Omrim, Ne'emenet. Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Oui, elle est crédible. Et si elle est crédible, elle reçoit ce qu'elle demande, n'est-ce pas? Mais Rabbi Yoshua Omer, Lo mipi anu haim. Rabbi Yoshua dit, non, pas du tout. On ne va pas lui accorder crédibilité. Et pourtant, il y avait un migo. Là-bas, il y avait un migo. Lequel migo? Migo d'Ibaya. Amram ou Katretz, Anitartecha. Si elle était malhonnête, elle aurait dit, tu sais quoi? J'ai été tout simplement Moukatretz. Après les fiançailles, j'ai pris un coup de bâton là-bas, et c'est comme ça que l'hymen a été détruit, mais tu me dois absolument les 212, car au moment des fiançailles, j'étais encore Betoula. Et qu'est-ce qu'elle gagne en disant cela? Elle l'opasla nafsha mikehuna. A priori, ici, qu'est-ce qu'elle prétend? Qu'est-ce qu'elle réclame? Elle réclame 212. Donc, en disant Mukat et Startecha, ce serait 212. Maintenant, qu'est-ce qu'elle réclame? 212. En disant j'ai Misher Astani Nenasti Vinistahava Sadeu. Ça veut dire quoi? Que elle réclame 212 car au moment des fiançailles, elle était encore vierge. Donc, où est-ce qu'il est le migo? Migo, c'est toujours un argument meilleur. En quoi c'était meilleur? Eh bien, meilleur parce que Mukat Etz Tartecha Lopasla Nafsha Mikeuna. Elle reste permise au Kohanim. Là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je me suis fait violer. Eh bien, une fille qui a été violée, eh bien, elle est interdite de Kohanim. Pourquoi? Étant donné qu'elle était fiancée, donc elle était Eshet Ish qui a été Anoussa, automatiquement elle est Psoula, la Kohanim, car on l'a déjà appris au début de Masachet Ktubot, qu'un Kohen ne peut pas épouser une Zona. Or, si elle était violée après les fiançailles, donc elle est Zona, et donc elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Celle-là, cette femme-là, elle avait la possibilité de dire « J'ai pris un coup avec un bois ». Et en disant « J'ai pris un coup avec un bois », elle est permise au Kohanim. Et elle, maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit non, la vérité. Elle a dit « Je me suis fait violer ». Et pourtant, elle se rend psoula pour les Kohanim. Donc, il faut la croire. C'est ça le migo. Et pourtant, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? « Lo ne'emenet, lo mipi anu haim ». On ne la croit pas. Pourquoi tu ne la crois pas, mais elle a un migo? Ça veut dire que Rabbi Yoshua ne s'appuie pas sur un migo pour soutirer de l'argent du mari. Mais ici, il s'appuie sur le migo de Apéché Assa ou Apéché Itir pour garder le terrain qui, a priori, appartenait aux héritiers. Et ce monsieur-là, il va le garder. Pourquoi? Parce que ce migo, avec ce migo, il n'est pas d'accord, mais pour ce migo, il est d'accord. Et la Gemara demande, et quelle différence entre ce migo et ce migo? Pourquoi il est d'accord avec ce migo de Apéché Assa ou Apéché Itir?
Alors la Gemara répond, Mirde haimigo ve haimigo, maishna haimigo me haimigo. Réponse, Hacha en shor shahut lefanecha, hatam hare shor shahut lefanecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence entre les deux cas. Là, il y a un shor shahut lefanecha. Vous savez c'est quoi un shor shahut lefanecha? C'est une expression. Quand il y a un problème qui nous oblige à ouvrir le dossier, ça s'appelle comme un bœuf qui a été shahité. Moi, par exemple, j'avais un bœuf. Je trouve qu'il est égorgé. Il est abattu. Je demande, mais qui est-ce qui a fait la shrita? C'est normal que je pose la question, parce je vois qu'il a la gorge coupée. Il y a bien quelqu'un qui l'a fait, c'est pas tout seul. Shor shahut lefanecha. Tu le vois devant toi. La même chose. Il voit qu'elle n'a pas de betoulim. Il a une relation avec elle. Alors il lui dit, mais madame, mais je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé là. Donc il y a ici un shor qui est shahut. Elle était obligée de répondre. Quand on est obligé de répondre, alors Rabbi Yoshua dit, il n'y a plus de migo qui compte. Parce que c'est trop facile. Après tu vas dire, ouais, migo, elle aurait pu dire ceci, elle aurait pu dire cela. Mais en réalité, peut-être que elle n'aurait même pas pensé à ça. Tu crois que maintenant elle va penser à Cohen ou pas Cohen? Peut-être même carrément, elle est très maligne et elle te donne l'argument le plus faible pour que tu lui accordes crédibilité en disant elle aurait pu donner l'argument le plus fort. On ne connaît pas la malice des gens. Hein? Comment c'est écrit dans le passouk? Akov halev mikol ve'anush hu miyedarenu. L'homme il est très malin. Un malin et demi. Donc on ne peut pas compter sur un migo pour soutirer de l'argent, nous dit Rabbi Yoshua. Par contre, dans ce migo, en shor shahut lefanecha. Ici c'est un péché assar ou un péché itir, parce que personne n'est venu réclamer le champ. Ce monsieur de lui-même, il est venu, il a dit, ce champ appartenait à ton père. Et il me l'a vendu, tu peux lui faire confiance. Alors voilà, Rabotaï, on va s'arrêter ici. Et on a terminé le Hamoud Aleph.